Mardi 17 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, 14 personnes ont perdu la vie à l'hôpital HJRA, si 3 autres sont décédées ailleurs. 51 personnes y ont été prises en charge suite à l'intoxication alimentaire survenue lors d'un événement festif qui s'est déroulé samedi à Imirkasine. D'après les chiffres officiels communiqués par l'hôpital vers 10h30 ce matin. Contrairement à certaines rumeurs, les responsables de l'établissement ont nié que des malades aient été laissés étendus à même le sol. Radra Mananzatouf pour plus de détails. À 10h30 ce matin, le bilan faisait état de 14 décès enregistrés à la HJRA à la suite de l'intoxication alimentaire qui s'est produite lors d'une fête à Imirkasine. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, 49 patients ont été admis et soignés. Les responsables de l'hôpital ont démenti les informations selon lesquelles des patients auraient été étendus à même le sol, faute de lit. Ils ont également nié qu'il y a eu une coupure de courant prolongée ou un manque de matériel. La prise en charge médicale des patients se poursuit actuellement à l'hôpital. L'enquête visant à déterminer les causes exactes de l'intoxication et des décès survenus après cette fête organisée samedi dernier est toujours en cours, affirment les responsables de l'hôpital. L'enquête sur cette affaire est menée conjointement par la police nationale et la gendarmerie nationale. Ce sont des spécialistes en investigation qui s'en chargeront afin de faire toute la lumière sur ce drame. Des analyses scientifiques sont également en cours pour déterminer les précisions des causes réelles des décès selon les déclarations des responsables de la gendarmerie nationale. Un reportage de Miervulatsveren et de Braz de Nilsson. Face à ce drame, une cellule de crise a été mise en place. La police nationale et la gendarmerie nationale mènent actuellement une enquête approfondie. Ce sont des spécialistes en investigation qui ont été mobilisés pour faire toute la lumière sur cette affaire, selon les explications données par le général Ravoa Visav-Sambac, directeur de la sécurité et du renseignement au sein de la gendarmerie nationale. Les causes exactes de l'intoxication ainsi que la nature des aliments impliqués ne sont pas encore connues. Les échantillons sont actuellement analysés en laboratoire, souligne Ravel Narivu Indou, directeur de la protection des consommateurs auprès du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Les rumeurs diffusées actuellement sur les réseaux sociaux concernant les aliments prétendument responsables de ce drame ne sont pas fondées et n'ont pas été confirmées. Aucun élément n'a encore été officiellement validé, a affirmé le ministre de la Communication, Vulamranti Donamar. Étant donné la délicatesse de cette affaire, le ministre a lancé un appel aux internautes de ne relayer que les informations officielles afin d'éviter toute confusion ou panique. Concernant le restaurant où s'est tenue la fête à l'origine du drame, une inspection a révélé qu'il ne disposait pas des autorisations d'ouverture requises. Son activité a donc été suspendue temporairement, selon les explications du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats de l'enquête pour en savoir davantage sur cette affaire. Dans les actualités également, quelques candidats sont arrivés avec un léger retard sans dépasser les 15 minutes et d'autres ont oublié certains matériels nécessaires lors de l'examen du CEPE qui s'est tenu ce jour. Malgré cela, tous ont pu passer l'épreuve normalement. Le déroulement de l'examen s'est fait dans le calme et les résultats seront publiés avant la fête nationale selon les précisions du ministère de l'Éducation nationale. L'appel des candidats a commencé à 7h du matin au CEG à Varadjouf. La distribution des sujets a eu lieu à 8h précises et les épreuves ont immédiatement démarré. À l'heure du passage de notre journaliste, aucune anomalie n'avait été signalée durant le déroulement de l'examen du CEPE. La ministre en charge de l'Éducation nationale, le docteur Marie-Michel Saoundjar-Malal, s'est rendue ce matin au centre d'examen du CEG à Varadjouf, où 637 candidats étaient inscrits. D'après les informations fournies par le ministère, le plus âgé des candidats à l'examen du CEPE 2025 a 42 ans, tandis que le plus jeune a 9 ans.
Et toujours dans le domaine de l'éducation, il est désormais plus facile pour les jeunes en quête de formation professionnelle de trouver leur voie. Une plateforme d'orientation et de conseil destinée aux formations techniques et professionnelles disponible à Madagascar a été officiellement lancée aujourd'hui. Cette nouvelle technologie permettra de résoudre de nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les élèves et les jeunes actuellement, selon les propos du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le point avec Antoniana Martina sur les images de Anzar Razonarville. Les jeunes et les élèves rencontrent souvent des difficultés pour identifier le parcours de formation qui leur correspond, en accord avec les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Et même si des structures existent pour les orienter, les enfants ou leurs parents sont souvent contraints de se déplacer pour obtenir toutes les informations nécessaires. Ce problème est désormais résolu grâce à la mise en place de cette plateforme d'orientation et de conseil à destination des jeunes. Accessible à tout moment via Internet, elle peut être consultée aussi bien depuis un téléphone portable que depuis un ordinateur, selon les explications. Ce projet de plateforme a été développé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le site web est ouvert à tous, sur l'ensemble du territoire national, à partir du niveau de la classe de 3e, mais également aux parents. Dès aujourd'hui, tout un chacun peut consulter le site web de cette plateforme d'orientation et de conseil afin d'aider les jeunes à faire leur choix en matière de parcours scolaire, technique ou professionnel. Ce nouvel outil numérique a été rendu possible grâce au soutien technique et financier de partenaires, notamment l'UNESCO. Dans un tout autre sujet, améliorer la gouvernance au sein de la Cour des comptes et des tribunaux financiers, renforcer l'indépendance des institutions regroupées au sein de l'ISC et développer les compétences des auditeurs. Tels sont les objectifs fixés par l'ISC pour contribuer à une meilleure gestion des finances publiques. Ces priorités sont inscrites dans le plan stratégique 2025-2030, officiellement présenté ce jour à la Cour suprême à Nousi. Ce projet a pu être réalisé grâce à une collaboration avec la Confédération suisse. Détails sur les images de Yves Janel. Les audits réalisés par les juridictions financières ont révélé que les dépenses publiques n'étaient pas toujours alignées sur les priorités de la population. En tant que conseiller de l'État, ces institutions émettent des recommandations. Le président de la Cour des comptes, Rakutunjamiam Jean de Dieu, affirme d'ailleurs que l'État est désormais à l'écoute et commence à appliquer ses propositions. L'ISC, institution supérieure de contrôle regroupant la Cour des comptes et les tribunaux financiers, a pour mission essentielle de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques. Jusqu'à présent, c'est le plan stratégique 2020-2024 qui servait de feuille de route. Un plan qui, selon le ministre de la Justice, Rakotomandi Benjamin Alexis, a permis d'obtenir des résultats encourageants en matière de gouvernance. Le plan stratégique 2025-2030 de l'ISC a été officiellement présenté ce jour à la Cour suprême à Nousi. Il prévoit l'amélioration de la gouvernance au sein de la Cour des comptes et des tribunaux financiers, le renforcement de l'indépendance de l'ISC sur les plans stratégiques, organisationnels et financiers, ainsi que le renforcement des compétences des auditeurs. Le projet a été soutenu par les gouvernements malgaches et suisses. Le projet PDICD, ou Programme de développement communal inclusif et de la décentralisation, mis en œuvre par le Fonds de développement local, avec un financement du gouvernement allemand via la KfW, a déjà apporté un soutien significatif aux communes en matière de mobilisation pour les recettes fiscales, de hausse du taux de scolarisation et d'amélioration de la gouvernance locale à travers la réalisation de diverses infrastructures. Le projet entame officiellement sa 3e phase aujourd'hui à Anoussi. Parmi les communes bénéficiaires du financement du PDCID figure la commune d'Anjan Karanan dans le district d'Ambang, région d'Iana.
Ce financement leur a permis de construire des routes facilitant l'acheminement des produits agricoles, générateurs de recettes fiscales pour la commune, ainsi que des infrastructures scolaires et des réseaux d'eau potable. Le projet PDCID, ou Programme de développement communal inclusif et de la décentralisation, financé par la KfW via le FDL, est spécifiquement conçu pour appuyer les communes rurales dans leur développement, notamment sur les plans économiques et sociaux. En plus d'Achankaran, la commune d'Ambuimen, également dans le district d'Ambang, région Diana, a bénéficié de ce financement. Des routes, des bureaux communaux et des écoles ont été réalisés, apportant un changement significatif dans la vie quotidienne des habitants. Avant, le PP dans une des Fukuntan d'Ambuimen ne pouvait accueillir que 196 élèves. Actuellement, elle accueille le double, soit plus de 310 élèves, témoigne le maire Landry Berauf. Les structures locales de concertation ou SLC au niveau communal déterminent les besoins prioritaires permettant à la commune de bénéficier des financements de PDCID. Le projet est doté d'un budget de 25 millions d'euros alloué par la KfW, complété par 1,25 million d'euros apportés par l'État malgache. Et c'est la meilleure preuve que l'on réussit quand sur le terrain on voit que les gens sont heureux. Parce que ce qui a été fait pendant ces 2 premières phases, et on en entame une 3e, sont des résultats qui sont visibles sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Au-delà de l'énumération des réalisations physiques, ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part des maires, c'est de l'humain. Plus d'enfants qui vont à l'école, des enfants qui sont sécurisés, la commune qui améliore ses recettes, tout cet environnement qui est nécessaire au développement de ce pays. Lors des phases précédentes du projet, 115 km de route, plus de 79 écoles et 25 bâtiments administratifs ont été construits. La 3e phase du projet PDCID débute officiellement cette année avec un lancement aujourd'hui au siège du FDL à Anossi. Le Sénat et le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire s'engagent à collaborer dans le cadre du projet riz hybride tel qu'il a été discuté hier au Sénat. Parmi les actions prévues figure l'installation de sites pilotes dans la région Atimandjefen et la mise en place de la zone d'Ambatsu comme modèle de production agricole à Madagascar. Andeniana Martina, Sej Anjanab. La rencontre entre le gouvernement et le Sénat a duré 16 heures hier. Les sénateurs se sont succédés pour poser des questions et faire des remarques en relayant les attentes des collectivités territoriales décentralisées. Parmi les sujets abordés figurait le projet présidentiel portant sur le riz hybride, mis en œuvre par le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. En réponse à ces demandes, le secrétaire d'État Taïnia Vrazanamaev a affirmé que les efforts se poursuivent pour étendre la culture du riz hybride afin de parvenir à la souveraineté alimentaire. Elle a précisé que sur les 23 régions que compte Madagascar, 14 ont déjà bénéficié du projet. Cette année, la mise en place des zones pilotes ainsi que la distribution de matériel agricole aux paysans seront également lancées. Le secrétaire d'État a également souligné la volonté de travailler en collaboration avec les sénateurs et tous les acteurs locaux. L'objectif est de permettre à tous les Malagasy de se nourrir correctement. Et puis le ministère des Affaires étrangères a bénéficié de véhicules d'une valeur de 2 milliards d'ariars octroyés par le gouvernement japonais à travers le fonds de contre-valeur. Ces véhicules serviront à accomplir les missions liées à la diplomatie économique ainsi qu'à accueillir des sommets tels que celui de la SADC prévu se dérouler à Madagascar. Ce don du Japon résulte d'un accord bilatéral entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. Natera Kutumav, Zaranjiansu. Ces véhicules exposés dans la cour du ministère des Affaires étrangères illustrent bien la solidité et l'efficacité des relations entre Madagascar et le Japon. Ces voitures, d'une valeur de 2,3 milliards d'ariars, ont été obtenues grâce au fonds de contre-valeur accordé à Madagascar par le gouvernement japonais. Ce don est la réponse à une requête du ministère malgache des Affaires étrangères adressée à son homologue japonais. Les véhicules sont destinés à faciliter diverses missions à Madagascar, notamment l'organisation de sommets comme celui de la SADC.
Les véhicules remis aujourd'hui seront mobilisés pour assurer la logistique de ce sommet de la SADC. Ils contribueront non seulement à garantir le bon déroulement de l'événement, mais également à rehausser l'image et la capacité organisationnelle de notre pays sur la scène régionale et internationale. Au-delà de ce sommet, ces véhicules seront utilisés de manière durable pour d'autres missions officielles et activités diplomatiques de notre ministère, qu'il s'agisse d'accueillir des délégations étrangères, d'organiser des conférences internationales, de mener des actions de terrain et surtout en soutien logistique aux équipes du ministère. Ce don constitue ainsi le renforcement concret de nos moyens logistiques et un appui précieux à l'efficacité de notre diplomatie. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce don s'inscrit dans la continuité d'une coopération exemplaire entre le Japon et Madagascar. Une confiance solide qui s'est créée au fil des différents accords, mais aussi au niveau des différentes visites, notamment celle de... Les 6 véhicules ont été officiellement remis hier à Anous au ministère des Affaires étrangères par l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abikoji. Passons à présent aux actualités internationales. Des milliers d'Iraniens tentent de fuir la ville de Téhéran. Au jour de l'offensive avec Israël, beaucoup se sont résolus à partir, alors qu'il n'y a bien souvent aucun endroit où se réfugier. Les abris souterrains comme les métros sont notamment fermés à la population. France 24. 13 avril 2017, au-dessus d'Achen en Afghanistan, une cible talibane. Depuis le cockpit d'un bombardier américain, l'impact d'une bombe dite Bunker Buster, destructrice de bunkers. Il s'agit de la GBU-43, surnommée la mère de toutes les bombes. La voici sur des images de l'armée américaine lors d'un exercice en Floride en 2003. C'est ce genre de munitions dont Israël a besoin pour détruire l'usine iranienne d'enrichissement d'uranium de Fordo, un site profondément enfoui sous terre et dans lequel Téhéran affirmait en 2022 produire de l'uranium enrichi à 60%. Pour faire disparaître ce site ultra protégé dans la montagne, Israël devrait utiliser la bombe anti-bunker GBU-57, lourde de 14 tonnes, que seuls les États-Unis possèdent. Une munition fabriquée par Boeing dans les années qui ont suivi la guerre d'Irak en 2003. Plus de 6 mètres de long, capable de percer une épaisseur de 60 mètres de granit et d'acier avant d'exploser sous terre et non au moment de l'impact. Problème pour Israël, le projectile est si imposant qu'il ne peut être chargé sur ses propres avions de combat. Seuls les bombardiers américains B-2 peuvent à ce jour le transporter. Et le Sénégal fait partie des 25 pays du continent qui figurent sur le nouveau travel ban de Donald Trump. C'est du moins ce qu'affirme une note interne du département d'État relayée par Washington Post. France 24. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères informe aux ressortissants sénégalais du durcissement de la politique migratoire américaine. Les migrants illégaux encourent des sanctions pénales et administratives, ainsi qu'une interdiction d'entrée sur le territoire américain. La psychose d'une expulsion du territoire américain a regagné ces derniers jours certains ressortissants sénégalais vivant aux États-Unis ainsi que leurs familles au Sénégal. Ces dernières années, de nombreux Sénégalais ont pu rentrer aux États-Unis via la route migratoire de l'Amérique centrale. Selon le président de l'Observatoire sénégalais des migrations, les conséquences sociales peuvent être importantes en cas d'expulsion vers le Sénégal. Presque une déception, on peut dire. Je ne suis pas très sûr que pas mal de Sénégalais vont digérer cela parce que de nombreuses populations sénégalaises se sont mobilisées pour partir aux États-Unis par la voie de Nicaragua. Je pense que c'est un lourd investissement économique qui sera perdu. Et deuxièmement, c'est une sorte de dégénérescence sociale pour ces migrants sénégalais qui étaient déjà partis et présents sur l'espace américain. Le Sénégal, qui a une forte diaspora aux États-Unis, pourrait également se voir inscrit sur une liste de 36 pays, dont 25 africains, dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Selon le Washington Post, ces pays ont 60 jours pour se régulariser.
Pour terminer, le coup de tonnerre de la confrontation entre Israël et l'Iran précipite le départ du président américain du sommet du G7 au Canada qui a monopolisé l'attention. Donald Trump y a annoncé un certain nombre d'accords, notamment commerciaux, avec le Royaume-Uni. France 24. Le coup de tonnerre de la confrontation entre Jérusalem et Téhéran précipite donc le départ du président américain de ce sommet canadien du G7, non sans que le président ait annoncé un certain nombre d'accords sur le plan commercial avec le Royaume-Uni par exemple, mais aussi la promesse d'une entente sous 30 jours sur la question sensible des tarifs douaniers qui frappent le Canada, mais aussi le Mexique et un certain nombre d'autres partenaires, et ce alors qu'un dîner de travail sur la sécurité mondiale doit réunir donc les dirigeants du G7, mais aussi certains des pays invités comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'Australie. L'ONU, la Banque mondiale seront également présentes pour tenter d'évoquer également les autres dossiers à l'ordre du jour de ce G7, encore une fois chamboulé donc par l'escalade de la crise au Moyen-Orient et de la confrontation entre Israël et Iran. Le président américain a monopolisé l'attention, mais aussi multiplié les déclarations unilatérales pour l'instant. Mark Carney, le président de ce sommet du G7, en tant que Premier ministre canadien, espère tout de même réunir un certain nombre de voix à travers plusieurs communiqués qui doivent encore toucher donc à la question de la sécurité, mais aussi de la prospérité économique ou encore de l'accès aux minéraux critiques et stratégiques dans les prochaines heures. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Et restez avec nous tout de suite après l'émission Nizuku, présentée par Céline Ranirland. Au revoir.